Bonjour, 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 bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme d'habitude. Moi, ça va super. J'ai signé mon contrat, ça y est, j'ai un appart. Je suis ravie. Je suis ravie. Maintenant, je peux stresser pour le déménagement. J'ai plus à stresser pour trouver un appart. Je peux stresser pour le déménagement, qui ne va pas arriver tout de suite. J'ai encore un petit peu de temps, mais bon. Non, mais en vrai, tout va bien. En vrai, ça fait plaisir. Tout va bien, tout va bien. Ok, alors on va passer aux questions tout de suite. On en a quelques-unes. Attends, je déplace le micro. J'espère que ça ne fait pas du bruit chez vous. Très bien. Alors, la première question. Tant que je ne sais pas ce que font les autres, ça va. Mais dès que je découvre leurs activités, j'ai ce que je crois qu'on appelle le FOMO. Je me dis, oh, trop bien ce qu'il ou elle fait, et je trouve ma vie bien insipide. J'aimerais changer de perspective par rapport à ça et travailler dessus. As-tu déjà quelques pistes comme ça? Alors, ouais, en fait, ce que ça m'inspire déjà, ce que ça m'inspire directement, c'est que, c'est que souvent, en fait, on voit la vie des autres, que ce soit sur Instagram ou que ce qu'ils nous racontent, tout ça. Mais on n'en voit déjà que les highlights, en fait. On ne voit des autres ce qu'ils veulent bien partager avec nous. Et, ou même ce qu'ils pensent à partager avec nous. Et on a qu'une vision très restreinte, en fait, de la vie des autres, forcément. On voit rarement aussi tout ce que ces highlights impliquent. Donc, je pense que avant toute chose, c'est déjà bien de se demander si on serait prêt à payer le prix d'une vie plus excitante. Ce Par exemple, en fait, ce pourquoi je dis ça. J'ai une amie à moi que j'adore, qui est freelance, qui travaille en full remote, donc elle va jamais, elle a pas de bureau, elle est freelance, quoi. Et elle travaille uniquement en ligne. Elle part régulièrement en voyage pendant 3 mois. Son petit ami est brésilien et il est photographe et du coup, il voyage beaucoup à travers le monde et elle le suit et puis voilà, donc elle travaille parfois de Bali, elle travaille du Brésil et cetera, donc elle est toujours un peu en vadrouille dans des endroits, a priori de rêve. Et du coup, ça m'arrive d'avoir du FOMO quand je discute avec elle parce que évidemment, je me verrais bien travailler sous un cocotier, moi aussi, la plupart du temps. J'aime beaucoup Francfort, j'y suis très bien, mais c'est vrai que, bah, parfois, quand je vois les photos qu'elle met sur Insta, tout ça, je me dis: «Ben, quand même, c'est beau là où elle est, j'aimerais bien être là-bas moi aussi». Mais après j'ai réfléchi 5 minutes et puis je me dis: «Oui, mais elle fait ça parce que, bah, elle a pas d'animaux de compagnie. Elle peut pas avoir d'animaux de compagnie, sinon elle pourrait pas voyager comme ça». Moi, si j'avais Tesla et Crapsy et que je décidais d'aller passer 3 mois au Brésil, bah, je pourrais pas emmener Tesla et Crapsy avec moi et il faudrait que je trouve quelqu'un pour s'en occuper et puis il me manquerait et puis je serais triste et puis voilà, j'ai envie d'avoir mes animaux de compagnie. Ça implique aussi de ne jamais être chez soi, de ne jamais avoir son petit confort, en fait, moi, je sais que je suis très casanière, que j'aime beaucoup mon appartement, que j'aime beaucoup être chez moi, et que ça me donne beaucoup d'énergie quand je suis en vadrouille à droite à gauche, ça me coûte beaucoup d'énergie. Ça implique aussi de devoir bosser en asynchrone parce que forcément, quand elle est à Bali, je sais pas combien d'heures il y a de différence avec ici, mais ça doit être énorme. Ou pareil au Brésil, ça doit être, je sais pas, genre 6 heures, plus tôt là-bas. Donc ça veut dire que, bah, mes clients, je pourrais pas les voir n'importe quand, je pourrais pas voilà, il faudrait que peut-être que je travaille la nuit ou ce genre de choses. Et puis ça implique aussi de devoir travailler dans un lieu de vacances, ce qui, je le sais pour avoir vécu en Martinique quand même pas mal d'années, c'est pas toujours tip top en fait de travailler, dans un endroit où tous les autres, gens qui t'entourent sont eux en vacances et ils peuvent faire, un peu ce qu'ils veulent de leur vie alors que toi, bah, tu as des trucs à rendre, tu as des trucs à faire, voilà. Et il fait chaud et il fait chaud tout le temps. Hem donc voilà, ça implique pas mal de choses qui m'envoient d'un seul coup beaucoup moins de rêves et du coup je me dis: «Bon, bah, en fait,
En fait, j'aime bien ma vie comme elle est. Elle est peut-être pas aussi excitante, effectivement, que la vie de mon ami, mais elle me correspond beaucoup plus. Elle me correspond beaucoup plus à mon caractère, à mes envies, tout ça. Et oui, effectivement, travailler sous un cocotier, c'est cool, mais ça veut dire aussi plein d'autres choses. Puis, j'ai même pas parlé du fait que, bah, du coup, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis, enfin bref. Bon, c'est un exemple peut-être un peu extrême, comme ça, que je prends, mais ce qui est, c'est pour souligner le fait que ça peut être, par exemple, une bonne idée de faire du journaling sur l'aspect de l'activité des gens qui t'attirent. Donc, est-ce que ce sont des activités en particulier qui t'attirent? Est-ce que c'est l'image que ça renvoie d'eux aussi qui t'attire? Et qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose? Est-ce que c'est vraiment ce que tu aimerais faire? Avec tout ce que ça implique autour. Donc, si c'est vraiment quelque chose que tu aimerais faire avec tout ce que ça implique, qu'est-ce qui t'empêche de le faire toi-même? Ou, est-ce que quand je parlais de l'image que ça renvoie d'eux, hem, parfois je pense qu'on se dit aussi que les activités des gens donnent une image de leur identité, en fait, et que c'est une identité que parfois on se dit: «Oh, j'aimerais bien avoir cette identité-là». Donc, bah, par exemple, si je prends l'exemple de mon amie, le fait que, bah, ouais, elle est très free spirit, elle est très, spontanée. Je vois qu'ils vont grimper des volcans et ils vont faire plein de choses en extérieur, tout ça, et je me dis: «Ah, ce serait bien que je sois un peu plus comme ça aussi, un peu plus spontanée, un peu moins anxieuse, un peu plus, heu, voilà, de faire plein de trucs en extérieur alors que, bah, la plupart de ma vie est très tranquille, moi je suis plutôt quelqu'un, voilà, comme je disais, de très casanier, de très tranquille, qui passe beaucoup de temps en intérieur, qui aime bien son confort, ses animaux, sa petite routine, tout ça, et c'est vrai que j'aspire parfois à avoir une identité un peu différente, mais du coup c'est pas moi, ce serait pas moi, et comme dit, tout ce que ça implique en termes de gestion d'énergie, tout ça, bah, vivre une vie comme celle de mon ami, ça m'irait, 1 mois maxi, quoi. Donc voilà, donc ça peut être intéressant de réfléchir un peu à tout ça, de creuser un peu la question à ce niveau-là, de se dire: «Bon, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime? Est-ce que c'est une identité que je pense que je devrais adopter davantage?» Et puis on peut travailler là-dessus après aussi si jamais la réponse est oui, ou et est-ce que je me rends bien compte de tout ce que ça implique d'avoir une vie comme celle-ci? OK, question suivante. Quelle est la différence entre le yoga, le pilate et d'autres pratiques méditatives comme le tai chi ou le MMA, par exemple? Alors, le pilate, c'est un sport qui se concentre sur le renforcement des muscles profonds, donc le corps, les abdos, le dos, le plancher pelvien. euh, Et ça se fait principalement au poids du corps, mais aussi avec des accessoires. Donc c'est un sport, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est un sport particulier, un type de gymnastique, on va dire, qui se concentre vraiment sur le renforcement en profondeur, en fait. Le tai chi, c'est un art martial. Donc, c'était à la base développé plus comme une technique de combat. Et il s'agit de mouvements délibérés, très, très, très lents, qui nécessitent du coup beaucoup de contrôle musculaire et une respiration profonde. Il y a aussi un gros aspect, enfin une grosse attention sur la respiration qui le rapproche du yoga à ce niveau-là, et sur le fait que les mouvements sont très contrôlés, très délibérés, très lents. C'est un sport il y a quasiment aucun impact. L'intensité de tous les mouvements est très faible. Il y a pas de saut, il y a pas de bouncing, il y a pas de rien de tout ça. On voit souvent des gens assez âgés le pratiquer, je pense qu'on a un peu tous cette image des mamies et des papys qui pratiquent le tai chi, dans un parc, un groupe de vieux qui bougent très lentement et qui font des grands mouvements comme ça, très lents et très, ouais, très contrôlés, et c'est assez cool, c'est enfin,
c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, en fait. Comme c'est très lent et qu'on voit des vieux le faire, on se dit toujours: «Ah bah, ça a l'air, bizarre, enfin, c'est bizarre, ça a l'air facile, c'est pourquoi ils font ça?» Et en fait, le contrôle que ça réclame, sur, la force de pouvoir lever sa jambe et la tenir comme ça, relevée, ça nécessite aussi beaucoup de souplesse parce qu'ils arrivent à vraiment à la lever très, très haut, par exemple, la jambe. Donc c'est ouais, je trouve ça vraiment à haut niveau, c'est hyper impressionnant à voir. Hem et puis, bah, la différence bon, le MMA, je vais pas partir je vais pas expliquer ce qu'est le MMA, c'est un mixed martial arts, c'est des sports de combat et c'était une petite blagounette dans la question parce que c'est de la boxe, en fait, de différents types de boxe, de sports de combat. Et du coup, le yoga, voilà, le yoga, ça, là où c'est différent, c'est que ça allie le renforcement avec la souplesse. Il y a cette attention particulière sur la respiration, sur l'intention et l'attention portée à ce qu'on fait. Hem, donc et ça ne se concentre pas que sur une seule partie du corps comme le pilate le fait un peu plus, où c'est vraiment, voilà, le corps, les abdos, le dos, tout ça. Le yoga, ça peut renforcer et augmenter la mobilité de vraiment tout le corps et il y a plein de différents types de yoga aussi, plus ou moins intenses. Il y a des yogas où on va rester dans des postures passives pendant 5 minutes, qui est très, très lent, ou bien des trucs beaucoup plus dynamiques où on passe d'une posture à l'autre, avec la respiration. On inspire, on lève les bras, on expire, on plonge vers l'avant et cetera. Donc c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus dynamique et il y a toute une panoplie de différentes intensités, entre les 2. Et puis aussi, il y a toute une philosophie derrière, puisque le yoga, à la base, c'est vraiment ça, c'est vraiment une philosophie avant d'être une pratique physique, bien avant. Heu, Ce qu'on trouve un peu moins, enfin, ce qu'on trouve pas du tout à ma connaissance, en tout cas dans le pilates ou le tai chi ou d'autres, disciplines qui sont juste des sports, en fait, des sports des pratiques physiques. Le yoga, il y a ce côté méditation, ce côté respiration, ce côté philosophie et puis le renforcement et la souplesse du corps, de toutes les parties du corps. Question suivante. Est-ce que tu crois au lien entre une douleur d'une zone du corps et une douleur psychologique? Tu sais, quand on dit: «Ah, le mal de dos, c'est la culpabilité, le genou, c'est le surmenage, les cervicales, c'est la contrariété». J'invente ces exemples au pif, pardon, mais tu as compris l'idée. Alors c'est une question que je trouve super intéressante, vraiment, vraiment intéressante parce que oui et non, en fait. Je pense pas, comme on l'entend parfois, qu'une émotion particulière soit bloquée dans notre hanche et que si on fait assez d'étirements de la hanche, on va relâcher l'émotion et voilà. J'ai déjà entendu de gens qui se mettent à pleurer pendant la posture du pigeon parce qu'ils ont relâché une émotion ou quoi. Hem, voilà, je ne sais pas. Parce je veux pas invalider leur expérience. Ça peut être pour plein de raisons que ça arrive, hem, mais je pense pas, voilà, qu'on ait le deuil dans le genou et la culpabilité dans le dos et la contrariété dans le cou. En revanche je pense que le corps garde des traces de nos traumas, de nos émotions, surtout non digérées, effectivement. Hem, le stress, c'est pas une expérience qui est uniquement psychologique. Ça ne se passe pas uniquement dans le cerveau, c'est pas juste quelque chose, voilà, qui se passe dans notre cerveau et puis qui a aucun impact nulle part ailleurs. Quand on est stressé, on va serrer la mâchoire, on va serrer les poings, les épaules vont remonter vers les oreilles, le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient plus haletante. Donc il y a plein de choses qui se passent au niveau corporel et j'en passe des dizaines. Donc il y a vraiment c'est une expérience de tout le corps et quand on est stressé 2 minutes parce qu'on a peur d'être en retard, de rater son bus et qu'on court et qu'on va rattraper son bus et puis on a réussi à l'avoir, on passe à autre chose. Il suffit de souffler un grand coup et puis c'est bon, voilà, le stress s'évacue, on peut passer à autre chose. Mais quand c'est un stress chronique, quand c'est, quelque chose qui nous travaille en permanence depuis 2 ans, heu
Je discutais avec un client ce matin qui a eu, par exemple, qui est sa famille qui vit en Turquie, et il y a 2 ans, il y a eu un tremblement de terre terrible en Turquie, et sa famille a été beaucoup affectée par ça, et puis il me parlait de son stress chronique depuis cet événement-là. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça peut être aussi juste la on fait un travail qu'on n'aime pas, on fait un travail qui est particulièrement stressant, et tous les jours on est stressé. Tous les jours on a des deadlines, tous les jours on a un boss sur le dos, tous les jours, il y a quelque chose qui va pas, tous les jours on a un collègue qui est incompétent, voilà. C'est un stress chronique, chronique, chronique. Notre corps reste dans cet état, en fait, avec cette tension musculaire dans les épaules, le rythme cardiaque qui va un peu plus rapidement que ce qu'il devrait, la mâchoire serrée, on a de la tension dans la mâchoire, on en finit par grincer des dents la nuit et on doit porter une gouttière. On a de la tension dans tous les muscles du corps parce qu'on est toujours sur le qui-vive, presque toujours en train de se préparer au combat. Euh, et ça devient notre nouveau normal, en fait, et on peut quelque part rester bloqué dans cette position, en fait, dans le corps reste bloqué dans cette posture. Comme quand on reste, bloqué dans une certaine posture qu'on adopte trop souvent et trop longtemps, par exemple, quand on est particulièrement sédentaire, si on travaille de chez soi et que toute la journée, on est assis à son bureau et que le soir, on fait 3 pas, on se déplace jusqu'au canapé pour s'asseoir dans son canapé, on reste un peu bloqué dans cette posture parce que le corps s'adapte à ce qu'on fait le plus souvent, tout simplement. Et le cerveau s'adapte à ce qu'on fait le plus souvent. Et donc, on reste bloqué là-dedans. Euh, donc, je pense qu'à ce niveau-là, oui, il va y avoir des manifestations de notre stress dans le corps. Autre chose, c'est que toutes les émotions ne se manifestent pas dans le corps de la même façon. Par exemple, quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un de profondément triste, ne va pas adopter la même posture que quelqu'un qui est très en colère. La personne triste va être plutôt avachie, le dos courbé, la tête baissée, les épaules tombantes et se déplacer lentement comme ça. La personne enragée va être davantage redressée dans une posture très tendue, prête à combattre physiquement ou moralement. Et donc de là, ce ne sera pas non plus le même impact sur le corps à long terme. Donc c'est de là que je pense qu'on peut penser que quelqu'un d'accablé aura plutôt mal au dos parce qu'il est dans cette posture voûtée en permanence, et que quelqu'un de chroniquement stressé aura plutôt, par exemple, des douleurs d'estomac parce que le fait d'être stressé, ça augmente l'acidité de l'estomac. Donc il va y avoir des choses comme ça, des émotions dans lesquelles on reste bloqué un peu trop longtemps, qui vont se manifester dans le corps d'une façon particulière. Un dernier point, j'ai envie de faire sur la question, parce que je la trouve vraiment top, c'est qu'on peut aussi poser l'hypothèse que travailler à, par exemple, redresser la posture de quelqu'un de dépressif peut l'aider à sortir de cet état. Alors je dis pas, évidemment, pas le guérir entièrement, bien sûr, c'est toujours dans le cadre d'un suivi thérapeutique adapté. Mais si je reprends la personne qui est accablée, triste, qui est toujours voûtée comme ça, quand on change sa façon de se tenir, ça peut aussi avoir un impact sur son humeur, sur sa perspective, sur la vie. Si on se tient fier et redressé, par exemple, avant de faire une présentation, ça peut booster notre confiance. Alors que si on est tout prostré et en position très timide, très protectrice, tout ce genre de choses, bah, on va donner cette image de quelqu'un de prostré, mais surtout, on va aussi se sentir euh, dans cet état de vulnérabilité, alors que si on se tient fier, redressé, comme quelqu'un qui a confiance en lui, bah, ça nous donne un peu confiance en nous, à nous aussi. Je ne sais pas si vous avez regardé Grey's Anatomy, mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui revient souvent, qui est exactement comme ça, où avant une opération importante, les chirurgiens, ils prennent une pose fière, les mains sur une pose de super-héros, les mains sur la taille, sur les hanches, la poitrine bombée et la posture très redressée comme ça, une posture de super-héros. Et c'est pour leur donner cette confiance et leur faire en sorte qu'ils ne stressent pas autant avant de faire cette opération. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi là-dedans.
Donc voilà, voilà, voilà. Question suivante, la dernière, il me semble. Ouais. C'est l'été, la saison des sorties, des verres et des vacances. Comment garder la motivation pour maintenir une pratique régulière du yoga et du sport d'une manière générale, surtout avec cette chaleur? Alors, je peux dire ce qui marche bien chez mes clients, chez les membres de Yoga with Clem, c'est de faire sa séance le matin, quand il fait pas encore trop chaud. La faire au réveil, c'est toujours une bonne idée plutôt que d'attendre qu'il fasse 35 degrés et que ce soit insupportable. Ou bien on peut aussi, j'ai une cliente qui fait ça, et que ça marche très, très bien pour elle, c'est remplacer les séances de sport intenses avec, de la natation ou juste de la marche, d'aller marcher, au lieu de faire, de la muscu, au lieu de faire des choses un peu qui font encore plus, transpirer, elle préfère aller se baigner ou juste aller marcher et prendre un peu l'air, en fait. Heu, je sais que, enfin, pour moi aussi, en ce moment, c'est très difficile de me motiver à me faire de la musculation parce que j'ai déjà trop chaud et l'idée de soulever des trucs lourds, non, gavage, quoi. Donc je vais plutôt faire ma petite séance de yoga le matin et puis je vais marcher, dans le parc l'après-midi. Hem, mais la natation, c'est top aussi parce que forcément ça rafraîchit davantage. Après, quand on est en vacances, on peut soit faire la même chose, une petite séance le matin au réveil avant de partir en vadrouille, soit on remplace une pratique, physique avec un peu de méditation ou de respiration. Je dis ça parce que généralement en vacances, on passe pas la journée allongée sur un transat, pas toujours en tout cas, si on est dans un endroit un peu insolite, on va visiter, on marche, on fait des trucs. Donc l'aspect mouvement est moins important. L'aspect de la pratique du yoga, l'aspect mouvement de la pratique du yoga est moins important, mais l'aspect pleine conscience reste toujours très bénéfique. Par exemple, prendre quelques minutes le matin, pour par exemple pratiquer la gratitude d'être en vacances dans un chouette endroit avec des gens qu'on aime. Juste on se pose et puis on s'autorise à faire un peu le point sur: «Ah, comment je me sens ce matin?» et à ressentir cette gratitude d'être à cet endroit-là, d'avoir ce temps off, de pouvoir profiter de la nature, de pouvoir profiter des gens qu'on a autour de soi, de pouvoir souffler un peu et de déconnecter par rapport à notre vie quotidienne. Si on prend ce moment-là, donc pour être vraiment dans la pleine conscience et dans respirer et s'imprégner de tout ça, ça permet d'en profiter encore plus le reste de la journée. On est encore plus présent et on irradie un peu de bonnes ondes comme ça. Et puis, et pourquoi pas non plus personnifier, les aspects les plus philosophiques du yoga. Donc par exemple, ahimsa, la non-violence, le fait de respecter son environnement, la faune et la flore qui nous entourent. Ou, ça peut être santosha, le fait de se satisfaire de ce qu'on a, donc d'avoir cette gratitude justement comme je disais par rapport à là où on est, aux gens avec qui on est. Ça peut être aussi satya, le fait de communiquer honnêtement avec nos proches, de leur dire ce dont on a envie, ce dont on a moins envie, parce que parfois être en vacances, c'est aussi être, avec la famille ou avec des gens avec qui on vit pas au quotidien et il peut y avoir des petits problèmes de communication, des petits mismatchs à ce niveau-là. Donc, on peut cultiver satya, le fait d'être honnête et de parler, sa vérité. Et puis plus généralement, cultiver un peu de sérénité dans son quotidien, ce qui est, en plus, généralement plus facile en vacances. Hem, ouais, voilà. Et puis ensuite, quand on revient, on reprend sa routine et c'est encore mieux si on a l'aide d'une super coach pour reprendre les bonnes habitudes, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous avez jusqu'au lundi 29, ce lundi, pour rejoindre mon programme de 90 jours Body and Mind Reset. Et on peut commencer tout de suite, que vous soyez en vacances ou non, parce que je vous accompagnerai pendant au moins 3 mois pour vous montrer où concentrer vos efforts pour obtenir les meilleurs résultats, vous soutenir tout au long du processus. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dans les notes de l'épisode, il y a toutes les infos sur le programme. Comme dit, on peut commencer maintenant, dès que vous soyez en vacances ou non, on peut se faire une séance de yoga. Il y a une seule séance de yoga en personne le premier mois.
Ce qui fait qu'on peut la caler où vous voulez et puis le reste du temps, de toute façon, on peut communiquer en asynchrone, je vous soutiens dans tous les cas. Voilà, allez voir dans les notes de l'épisode, vous aurez tous les détails sur le programme, si vous voulez mon soutien pour vous aider à vous sentir mieux dans le corps et dans votre esprit. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Merci beaucoup, bye bye.